En septembre 1887, dans la campagne normande, où les brumes de l'aube semblaient encore prisonnières des vallons, la comtesse Éléonore de Valbray découvrit une vérité qui allait consumer 3 âmes jusqu'à la cendre. Le manoir, vaste bâtisse de pierre grise surplombant la Seine, paraissait, vu de loin, immuable, héritage d'une noblesse qui refusait de mourir même après les révolutions. Mais à l'intérieur, sous les boiseries et les tentures importées de Lyon, quelque chose pourrissait depuis longtemps. Éléonore, mariée depuis 15 ans au comte Auguste de Valbray, menait l'existence attendue d'une femme de son rang, les bals à Rouen, les œuvres charitables, les dîners d'apparat où elle souriait sans jamais rire. Elle n'avait pas épousé Auguste par amour, mais par nécessité. Son père, ruiné après la chute du Second Empire, avait négocié cette union comme on sauve un eau au bord du gouffre. Auguste, homme d'ordre et de façade, trouvait en elle la parure parfaite pour masquer ses propres fissures. Pourtant, Éléonore, sous son maintien impeccable, était tout sauf docile. Elle observait, notait, retenait. Chaque regard, chaque silence dans la maison devenait pour elle un indice. Depuis plusieurs mois déjà, un malaire flottait autour de son mari. Une agitation dans son regard, des absences plus longues dans la bibliothèque, des billets qu'il faisait brûler aussitôt lus. Et surtout, le jeune valet, Lucien, apparut un hiver plus tôt, avec ses yeux d'un bleu presque insolent, sa politesse d'ange et ses mains faites pour tout sauf le service. Lucien avait 19 ans, trouvé dans un hospice de Rouen par le chapelain du domaine, recommandé comme « garçon de confiance ». Il apprenait vite, parlait peu, obéissait toujours. Trop, peut-être. Au début, Éléonore n'y vit qu'une distraction pour son mari vieillissant, un jeune serviteur attentif, un peu naïf que le comte formait, disait-il, à la rigueur du travail. Mais un soir de mars, en montant à la galerie du second étage, elle avait surpris des éclats de voix étouffés derrière la porte close du cabinet d'Auguste. Un rire, grave mais pourtant tremblant. Puis le silence. Lorsqu'elle entra quelques secondes plus tard, prétextant un livre oublié, son mari se tenait debout, rouge jusqu'à la nuque. Et Lucien, penché sur le bureau, rangeait hâtivement des papiers. « Nous parlions d'affaires domestiques », avait dit le comte d'un ton trop tranchant pour être vrai. Ce soir-là, Éléonore n'avait rien dit. Mais dès lors, son regard changea. Elle nota la fréquence des corvées confiées à Lucien dans les appartements privés, les repas pris plus tard, les chandelles brûlées jusqu'à la cire noire. Et un matin d'été, en passant sous la fenêtre du bureau, elle entendit, portée par le vent, une phrase qui la glaça. « Tu n'as pas peur de Dieu, Auguste ?» Et la réponse, haletante, « J'ai plus peur de toi, Lucien. » Ce fut le commencement. La certitude germait comme une tache d'encre. Elle attendit des semaines, surveillant les allées et venues, jusqu'à cette nuit d'équinoxe où la maison dormait sous la pluie battante. À 2 heures, Éléonore se leva, vêtue de sa robe de nuit en soie grise, pieds nus sur le parquet. Le couloir sentait le bois humide et la cire froide. Elle descendit sans bruit vers le bureau. La lumière filtrait sous la porte, vacillante comme une respiration. Elle poussa doucement, la serrure céda avec un soupir métallique. Ce qu'elle vit alors dans le reflet tremblé du miroir au-dessus du secrétaire ne fut ni un rêve ni une hallucination. Le comte Auguste, à demi vêtu, agenouillé devant son valet, la tête enfuie contre lui, comme un pénitent priant devant son propre péché. Lucien, immobile, les doigts dans les cheveux du maître, le visage figé entre désir et effroi. La scène dura moins d'1 minute avant qu'Éléonore refermât la porte, le cœur battant dans ses tempes. Elle remonta, chaque marche résonnant comme un verdict. Dans la chambre, elle s'assit au bord du lit et resta là jusqu'à l'aube. Quand le coq chanta, elle savait déjà ce qu'elle ferait. Non pas un scandale, ce serait se détruire avec eux. Pas une dénonciation, la honte rejaillirait sur le nom Valbray, non. Elle emploierait les armes que le monde lui avait laissées. La raison, la ruse et la cruauté froide du calcul. Le lendemain, elle pria le majordome de préparer une lettre urgente à l'intention d'un certain monsieur Beaucourt, directeur d'un asile agricole près de Lisieux, établissement privé spécialisé dans la rééducation morale des jeunes déviants. Elle signa au nom de son mari, imitant sa main avec la perfection d'une femme qui tient les comptes de la maison depuis 15 ans. Le surlendemain, un fiacre noir s'arrêta dans la cour. Lucien, convoqué sous prétexte d'une mission de confiance, monta, naïf, croyant partir livrer un message pour le comte. Il ne revint jamais. Quant à Auguste, il ne sut rien avant le soir, lorsque sa femme, impassible, lui annonça pendant le dîner
J'ai pris la liberté de renvoyer ton protégé. Les domestiques ne doivent pas s'imaginer au-dessus de leurs conditions. Le comte pâlit, resta muet, puis se leva brusquement de table. Elle ne le retint pas. Quand elle l'entendit verrouiller la porte du bureau, un sourire imperceptible effleura ses lèvres. Ce n'était que le début. La pluie tomba sans relâche sur le manoir de Valbray pendant 3 jours entiers, comme si le ciel lui-même voulait laver les murs de la faute qu'il abritait. Le comte Auguste ne quitta presque pas son cabinet. On l'entendait marcher, boire, écrire, puis déchirer ses lettres. Les domestiques chuchotaient dans les couloirs, convaincus que Lucien avait été renvoyé pour un vol ou une insolence, car personne ne pouvait imaginer autre chose. Éléonore, elle, conservait le calme impassible des femmes qui ont enfin trouvé une direction à leur douleur. Chaque matin, elle faisait porter au comte sur café, lisait le courrier devant lui, tenait le registre des dépenses avec une précision nouvelle. Tout semblait normal. Pourtant, au fond de son regard gris, une fièvre discrète grandissait. Le 4e jour, Auguste sortit du manoir à cheval sans dire où il allait. Éléonore le suivit des yeux depuis la fenêtre de la galerie jusqu'à ce que sa silhouette se perde dans la brume. Elle savait exactement quelle route il prendrait. Vers Lisieux, vers l'asile, vers le secret qu'elle lui avait laissé découvrir de lui-même. Elle avait calculé que la lettre, partie sous son nom, susciterait une réponse officielle adressée au comte et qu'il comprendrait alors que le piège s'était refermé. Ce soir-là, elle fit allumer toutes les lampes du salon et reçut 2 voisines pour le thé, parlant de mode parisienne et de récolte de pommes, comme si rien d'extraordinaire n'existait sous ce toit. Mais lorsqu'elle monta se coucher, elle trouva sur sa coiffeuse un mot, écrit d'une main tremblante. « Où est-il ? Dis-moi ce que tu as fait. » Ah. Elle le brûla sans hésiter. Auguste revint le lendemain au petit matin, bout jusqu'aux genoux, les yeux vides. Il ne dit rien. Pendant des semaines, le silence entre eux devint une matière palpable. On aurait pu le couper au couteau. Les repas se prenaient à heure fixe, dans une symétrie glaciale. Parfois, Éléonore surprenait son mari la nuit, debout dans le couloir, fixant la porte du bureau, comme s'il espérait voir reparaître le fantôme du valet disparu. Il s'était mis à boire plus que de raison. Sa moustache soignée tremblait, sa voix se cassait quand il donnait des ordres. Au village, on murmurait que le comte perdait la tête. La comtesse, elle, visitait l'église chaque dimanche, faisait des dons au presbytère, recevait la bénédiction du curé, qui voyait en elle une sainte femme. Mais dans sa solitude, Éléonore s'abandonnait à un rituel secret. Chaque soir, avant de se coucher, elle ouvrait le tiroir de son secrétaire où reposait la copie de la lettre envoyée à l'asile Beaucourt. Elle relisait les mots tracés de sa main. Ce jeune homme présente de tendances dangereuses, il doit être corrigé avant qu'il ne souille d'autres âmes. Puis, elle refermait le tiroir avec un sentiment mêlé de triomphe et de vertige. Elle croyait au début que la vengeance apaiserait son humiliation, mais elle découvrait qu'elle lui offrait au contraire un étrange plaisir, une ivresse nouvelle, celui du pouvoir absolu. En décembre, une lettre arriva de Lisieux. Le directeur Beaucourt remerciait Monsieur le comte pour sa confiance et assurait que le sujet Lucien M, admis depuis 3 mois, suivait un traitement énergique mais prometteur. Éléonore lut la lettre au petit déjeuner, devant Auguste. Lorsqu'elle prononça le nom de Lucien, la tasse de son mari se renversa. Le café se répandit sur la nappe. Elle fit mine de ne rien voir. « Tu as l'air pâle, cher ami. Le froid te ronge. » Ce soir-là, Auguste s'enferma encore une fois dans le cabinet, et elle l'entendit pleurer pour la première fois depuis leur mariage. La vengeance était accomplie, mais elle n'était pas finie. Éléonore voulait qu'il vive avec la plaie ouverte, qu'il sente chaque jour ce qu'il avait perdu. Elle lui interdit subtilement toute possibilité de fuite. Les dettes, qu'elle feignait d'ignorer, l'enchaînaient au domaine. Sa réputation d'homme d'ordre l'empêchait de quitter la région. Et peu à peu, il se recroquevilla dans la culpabilité comme un animal blessé. Pendant ce temps, elle entretenait une correspondance anonyme avec l'asile, signée d'un simple « bienfaitrice normande ». Sous ce nom, elle payait des suppléments pour que Lucien reste isolé, qu'il soit assigné aux travaux les plus durs, qu'une visite ne lui soit autorisée. Chaque réponse qu'elle recevait la plongeait dans une curiosité morbide. On y décrivait la discipline, les cris la nuit, les séances de prière forcées. Elle se surprenait parfois à relire ces descriptions comme d'autres lisent des romans. Pourtant, au cœur de cet enfer organisé, Lucien tenait. Le directeur notait dans une lettre « Le sujet montre une résistance morale rare. Ses yeux conservent une clarté inquiétante. »
Cette phrase troubla Éléonore plus qu'elle ne voulut l'admettre. Elle commença à rêver de lui. Dans ses songes, Lucien apparaissait debout dans la cour du manoir, trempé de pluie, la regardant sans haine, simplement avec ce regard bleu qu'elle n'avait jamais supporté. Alors, elle se réveillait en sursaut, et pour chasser cette image, se levait, allumait une bougie et descendait dans la bibliothèque pour écrire. Ses lettres devenaient de plus en plus longues, plus personnelles, adressées non plus à Beaucourt, mais à Lucien lui-même, bien qu'elle ne les enverrait jamais. « Tu as détruit l'ordre de ma vie », écrivait-elle, « et pourtant, c'est toi qui me maintiens éveillée. » Elle commença à comprendre que sa vengeance s'était muette en obsession. À l'extérieur, rien n'avait changé. Le domaine prospérait, les domestiques la vénéraient, le curé la félicitait. Mais dans Sous le vernis, la comtesse découvrait qu'elle avait remplacé la honte par une forme d'amour monstrueux, un lien invisible entre la victime et son bourreau. Un soir de janvier 1888, le vin hurla dans la cheminée. Auguste, ivre, entra dans sa chambre pour la première fois depuis des mois. Les yeux étaient fous. « Tu l'as envoyé à la mort. Tu crois me punir. Mais c'est toi qui te condamnes. » Elle répondit calmement « Je ne condamne que ce qui est impur. » Il la gicela. Elle ne broncha pas. Le lendemain, on le trouva effondré dans la grange, la tempe ouverte après une queue de la aile. Certains parlèrent d'accident, d'autres de désespoir. Le médecin signa « commotion cérébrale fatale ». Éléonore ne versa pas une larme. Pendant les funérailles, elle se tenait droite sous la pluie, le voile noir collé à son visage, et songea qu'il n'y avait désormais plus qu'entre elle et Lucien une distance de murs et de kilomètres. Cette idée, loin de la rassurer, l'enivra. Quelques jours plus tard, elle prit la plume pour écrire une nouvelle lettre à l'asile. « Je souhaiterais savoir si le jeune homme Lucien M serait en état de recevoir des visites. » C'était le premier pas vers la suite. En mars 1888, un brouillard si dense s'étendait sur la plaine normande qu'on aurait dit la terre avalée par le ciel. Le manoir de Valbray semblait flotter dans cette blancheur, détaché du monde. La comtesse Éléonore, veuve depuis 6 semaines, s'habillait ce matin-là d'un tailleur noir, aux lignes strictes, sans dentelle ni bijoux. Seul un petit camée d'onyx, souvenir de sa mère, ornait son col. Elle avait décidé de se rendre à Lisieux, officiellement pour visiter une œuvre de charité soutenue par le diocèse, en vérité pour approcher celui qu'elle avait fait disparaître. Personne, pas même le majordome fidèle, ne soupçonna ses véritables intentions. On la croyait plongée dans la piété et la solitude du deuil. À 8 heures, la calèche franchit les grilles du domaine et le bruit régulier des sabots sur la route pavée devint le rythme de ses pensées. Tout au long du voyage, elle se répétait que cette visite n'était qu'une vérification, un moyen d'être sûre que l'ordre de sa vengeance se maintenait. Mais derrière cette justification froide, autre chose bouillonnait, une fièvre qu'elle refusait de nommer. L'établissement Beaucourt se dressait à la sortie de Lisieux, entouré de champs nus et de vergers morts. Un grand mur d'enceinte, surmonté de tessons de verre, fermait l'horizon. L'allée principale, bordée de platanes, menait à un portail de fer forgé où une plaque portait simplement ces mots « Institution agricole et morale de Saint-Gabriel ». Le cocher s'arrêta. Éléonore descendit seule, tenant son ombrelle comme une arme. Le gardien, un vieil homme au visage tanné, lui ouvrit sans poser de questions. Son regard glissa sur sa mise élégante, sur le deuil encore visible dans la pâleur de son teint, et il s'effaça respectueusement. À l'intérieur, tout respirait la discipline et la résignation. Le claquement des sabots sur la pierre, les silhouettes grises des pensionnaires en file, les ordres aboyés par les surveillants. Le directeur Beaucourt l'attendait dans son bureau, un homme sec, à la barbe soigneusement taillée, qui portait une croix d'argent sur la poitrine. « Madame de Valbray, quel honneur! Votre nom nous est familier, votre générosité à l'égard de nos œuvres est connue dans toute la région. » Elle sourit légèrement. « Je suis simplement venu constater de mes yeux le bon emploi des dons. » Il s'inclina, flatté, puis lui proposa une visite des lieux. En traversant les ateliers, elle sentit une odeur de sueur et de paille humide. Des jeunes hommes bêchaient la terre, d'autres polissaient des outils, le regard vide. Beaucourt parlait avec un zèle satisfait. « Ici, nous leur rendons la droiture par le travail, la prière et la rigueur. Ils arrivent dévoyés, ils repartent rachetés. » Elle hocha la tête sans répondre.
Chaque pas augmentait son trouble. Elle savait qu'il était là quelque part derrière ces murs, et son cœur battait comme à 20 ans. Enfin, au détour d'un couloir, Beaucourt s'arrêta devant une porte basse. Ici, la section de correction individuelle. Certains sujets, plus obstinés, exigent un suivi particulier. Il appela un surveillant. « Faites venir le numéro 47 ». Le nom fut pas prononcé, mais Éléonore le comprit aussitôt. Elle sentit ses jambes trembler sous la juste rigide. La porte s'ouvrit sur une salle nue, où l'odeur du désinfectant se mêlait à celle du fer. On amena un jeune homme, les poignets liés, la tête rasée. Pourtant, sous la lumière grise, le regard bleu demeurait intact. Lucien. Il avait maigri, son visage portait la marque du froid et des privations, mais sa dignité restait visible, presque insolente. Beaucourt parlait d'un ton neutre. « Celui-ci nous donne du fil à retordre. Trop d'esprit, pas assez de repentir, mais il travaille dur. » Elle s'approcha, feignant l'indifférence. « Quel âge a-t-il » demanda-t-elle. « 20 ans, répondit le directeur. « Et vous croyez pouvoir le corriger ?»« Nous corrigeons tous, madame. Dieu ne refuse pas la rédemption à ceux qui souffrent. » Elle leva alors les yeux vers elle. Un éclair, imperceptible pour les autres, passa entre eux. La reconnaissance. Il sut. Elle comprit qu'il savait. Et dans ce silence suspendu, elle sentit pour la première fois non pas la supériorité, mais la peur. Peur qu'il vive encore, qu'elle la voie, qu'il lui renvoie le miroir de sa faute. Elle détourna le regard, demanda d'un ton classique. « Puis-je visiter les dortoirs ?»« Bien sûr, madame la comtesse. » Ils sortirent. Derrière elle, elle entendit le claquetis des chaînes, puis le murmure rauque de la porte qui se referme. Tout le reste de la visite se déroula dans un flou. Elle répondit mécaniquement, signa le registre des visiteurs, remit une enveloppe de dons. Mais dans la calèche de retour, seule, face à la campagne noyée de pluie, elle sentit que quelque chose s'était brisé dans sa logique. La vengeance n'avait plus de sens. L'homme qu'elle avait voulu détruire n'était plus un coupable, mais une victime, et cette victime, par sa simple survie, réduisait sa propre puissance à néant. La nuit suivante, elle rêva qu'elle marchait dans les couloirs de l'asile, torche en main, et que toutes les portes s'ouvraient une à une. Les jeunes hommes la regardaient passer sans mot dire. Et Lucien, à la dernière cellule, souriait. Ce sourire la poursuivit au réveil. Dès lors, elle commença à dépérir. Ses lettres à Beaucourt devinrent plus fréquentes, plus pressantes. Elle exigeait des détails, réclamait qu'on lui décrive les progrès, les repentirs. Les réponses étaient polies, vagues, mais toujours rassurantes. Pourtant, une nuit de mai, un courrier différent arriva. L'écriture était celle de Lucien lui-même. L'enveloppe, adressée à Madame la Comtesse de V, portait le cachet de l'asile. À l'intérieur, quelques lignes. « Je sais que vous êtes venu. J'ai ni haine ni pardon. Vous m'avez appris ce que valent les prières des maîtres. Quand je sortirai, ce sera pour ne plus me courber devant personne. » Aucune signature. Elle resta des heures à contempler ces mots. « Quand je sortirai », cette promesse résonna en elle comme une menace et une délivrance. Le lendemain, elle fit brûler la lettre, mais la cendre resta collée à ses doigts. Les jours suivants, elle évita les miroirs, car elle lui semblait y voir le visage de Lucien à la place du sien. Le majordome, inquiet, la surprit un soir dans la chapelle du manoir, agenouillée devant le crucifix, les lèvres sanglantées d'avoir trop prié. L'été vint, lourd et orageux. Une rumeur parvint de Lisieux. Un pensionnaire s'était échappé de l'asile, laissant derrière lui 2 gardiens blessés. Aucun nom n'était donné, mais Éléonore sut immédiatement. Pendant plusieurs nuits, elle guettait le bruit d'un pas dans l'allée, une ombre derrière les rideaux. Rien ne vint. Pourtant, la peur devint sa compagne fidèle. Elle fit doubler les verrous, garda une lampe allumée dans sa chambre. Mais dans le fond, une part d'elle l'attendait. Elle savait que la vengeance appelle toujours le retour. Et quand, un matin d'août, la servante affolée entra pour annoncer qu'un inconnu avait été aperçu près des anciennes écuries, Éléonore se leva sans un mot, prit la clé du jardin et sortit dans la brume. Elle marchait sans hâte, le cœur battant avec une étrange sérénité. Elle savait que la rencontre était inévitable, que le cycle allait se fermer.
Derrière les pommiers décharnés, une silhouette se détacha, trempée de pluie, immobile, les yeux d'un bleu intact. « Madame, dit la voix, vous souvenez-vous de moi ?» Elle répondit sans détourner le regard. « Comment oublier ce qu'on a créé ?» Alors pour la première fois depuis 7 ans, la comtesse sentit qu'elle respirait vraiment. Partie 4. La nuit du retour. Le soir même, la tempête se leva sur la vallée de la Seine, et le manoir de Valbray, isolé dans son parc noyé d'eau, sembla se refermer sur lui-même, comme un animal blessé qui protège sa plaie. Depuis des semaines, Éléonore vivait suspendue à une attente muette. Maintenant, cette attente avait pris forme. Lucien n'était plus un fantôme ni une idée. Il était là, quelque part sous la pluie, respirant le même air qu'elle, et chaque battement de vent frappant les volets lui rappelait cette présence. Elle fit allumer les lampes du grand salon, ordonna qu'on prépare du vin chaud pour les domestiques, puis les congédia tous avant la nuit, prétextant un mal de tête. À 9 heures, la maison entière dormait. Seule la lueur vacillante du feu éclairait les portraits des ancêtres, dont les regards sévères semblaient suivre chacun de ses gestes. Elle s'assit dans le grand fauteuil de cuir, où son mari lisait autrefois, les mains jointes sur les genoux, attendant sans savoir si elle priait ou si elle défiait le destin. Vers minuit, un bruit monta de dehors, la grille du jardin grinça, un pas s'approcha sur le gravier détrempé. Elle n'eut pas peur. Quand la porte du vestibule s'ouvrit, elle était déjà debout. Lucien entra, trempé, le manteau collé au corps, les cheveux en désordre. Il ne portait aucune arme, seulement un regard fixe, brûlant d'une intensité calme qui la cloua sur place. « Vous ne faites pas appeler, madame », dit-il d'une voix rauque. Elle secoua la tête. « Non, c'est moi qui t'attendais. » Il sourit faiblement. « Alors nous sommes quittes. Vous m'avez arraché la liberté. Je suis venu reprendre ce qui reste de la vôtre. » Elle lui fit signe d'approcher et, sans un mot, alla vers la cheminée, prit la bouteille de vin, versa 2 verres. « Assieds-toi. » Il hésita, puis s'assit, le dos raide. L'eau dégoulinait de ses vêtements, formant une plaque sombre sur le tapis. Pendant quelques secondes, ils restèrent ainsi, à se regarder, sans bruit que le crépitement du feu. Enfin, Éléonore parla. « Je t'ai cru coupable, Lucien. Coupable d'avoir volé ce qui m'appartenait, la fidélité d'un homme, l'ordre d'une maison, la logique d'un monde. » Il répliqua, presque doucement. « Et tu as puni ce crime en me livrant à la folie des prêtres. Je t'ai puni comme j'aurais puni le diable. Alors pourquoi m'attendre ?» Elle ne sut répondre. La vérité, celle qu'elle n'avait jamais dite à personne, monta en elle, comme un poison. Parce qu'elle n'avait jamais cessé de penser à lui, parce que sa haine était devenue le seul lien vivant qu'elle possédait, elle murmura « Parce que je t'ai détruit pour ne pas t'aimer. » Il baissa les yeux. Un tremblement passa sur ses lèvres. « Je n'étais qu'un serviteur. C'est ton mari qui m'a pris, pas l'inverse. Ne mens pas. Je ne mens jamais. Il croyait me posséder. Toi, tu as voulu me briser pour lui faire payer. Vous m'avez utilisé l'un et l'autre. Et pourtant, c'est toi qui m'as le plus marqué. » Le silence retomba, lourd, presque sacré. Éléonore sentit une larme monter et, furieuse contre elle-même, la chassa d'un geste. « Tu veux ma mort ?» demanda-t-elle. « Non, je veux que tu saches. » Il se leva, marcha vers le portrait du comte au-dessus de la cheminée. « Je t'ai vu cette journée à Lisieux. Tu portais le noir du deuil, mais c'était toi la meurtrière. Je t'ai reconnu, et je me suis dit, il faut que je lui rende cet regard qu'elle m'a volé. Et maintenant ? Maintenant, je ne sais plus. Quand je t'ai vu ce matin dans la brume, j'ai senti la pitié avant la colère. » Elle s'approcha, posa la main sur la table pour se soutenir. « Tu mens encore. » »« Non, je ne mens jamais. Tu m'as enfermé dans ton enfer, mais tu t'y es enfermé avec moi. » Il fit un pas vers elle. « Regarde-toi, Éléonore. Tu es seule dans ce manoir vide. Tu vis avec des fantômes. Tu m'as appris la haine, mais c'est toi qui t'en nourris. » Sa voix s'était adoucie, presque tendre. Elle voulut reculer, ne put pas. Il s'avança encore, si près qu'elle sentit la chaleur de son souffle. « Dis-moi que tu regrettes. Je ne regrette rien. » « Alors pourquoi tu trembles ?
Elle leva la main pour le repousser, mais ses doigts effleurèrent sa joue. Ce contact la foudroya. Cette année de rancune et de solitude s'effacèrent dans un vertige. Elle ferma les yeux. Il posa la main sur son bras, non pas comme un bourreau, mais comme un homme. « Tu vois, dit-il doucement, même Dieu t'a abandonné. Il ne reste que moi. » Elle rouvrit les yeux, vit dans les siens non pas la vengeance, mais la compassion, et cette compassion fut pire que tout. D'un geste brusque, elle saisit le tissonnet près du feu. « Ne m'approche pas !» cria-t-elle. Il recula d'un pas, sans peur. Le fer tomba de ses mains, elle s'effondra sur le sol, les épaules secouées. Lucien s'agenouilla, la prit dans ses bras. Elle ne résista pas. Le temps se suspendit. Dehors, l'orage redoublait, le vent s'engouffrait par la cheminée, soulevant les cendres. Dans ce tumulte, ils restèrent enlacés, deux âmes ruinées cherchant une impossible absolution. Quand elle releva la tête, ses yeux n'avaient plus de colère. « Partons, » dit-elle. « Où ? Loin. Là où personne ne nous connaîtra. » Il la regarda longtemps, puis secoua la tête. « Il est trop tard. Le monde n'oublie pas. Moi non plus. » Il se détacha d'elle, se leva. « Je voulais te voir une dernière fois, c'est tout. Pour que la vérité existe quelque part. » Il alla vers la porte. Elle cria son nom, mais le vent emporta sa voix. La porte se referma, et le silence revint plus profond que la mort. Éléonore resta là, à genoux, jusqu'à l'aube. Quand le majordome la trouva, elle fixait encore la plaque laissée par l'eau des pas de Lucien. Personne ne sut jamais ce qu'il advint de lui. Certains domestiques jurèrent avoir vu à l'aube un homme traverser la plaine en direction de la forêt, d'autres affirmèrent que le riveur avait emporté un corps cette nuit-là. Éléonore ne chercha pas à savoir. Les jours suivants, elle ferma le salon, fit sceller la porte et fit brûler les registres du domaine. Elle ne quitta plus le manoir, parlant peu, mangeant peu. Sa santé déclina. Les médecins parlèrent de mélancolie nerveuse. Mais ceux qui la virent dans ces derniers mois dirent qu'elle semblait apaisée, presque sereine, comme si dans cette rencontre terrible, elle avait trouvé une forme de vérité que ni la religion ni la vengeance ne pouvaient lui donner. En octobre 1888, elle écrivit une dernière lettre adressée au curé de Rouen, qu'on retrouva après sa mort. « Mon âme a péché par orgueil. Mais ce que j'ai appelé justice n'était qu'amour travesti. Dieu me jugera pour avoir voulu corriger les hommes sans comprendre leur douleur. Si un jour on parlera de moi, que l'on dise seulement que j'ai aimé au-delà de la raison. » 3 jours plus tard, elle s'éteignit dans son lit, à l'heure exacte où la cloche de l'église sonnait minuit, la même heure où Lucien était entré dans la maison. Le manoir resta vide des années. On dit que les nuits d'orage, on y entend encore une voix de femme appeler un nom que le vent emporte avant qu'il soit compris. Partie 5. Les lettres de Valbray. L'hiver 1921 s'abattait sur la Normandie avec une rigueur que les anciens disaient ne pas avoir vue depuis la guerre. Les forêts de la vallée étaient encore noires d'humidité, et les brumes montaient du fleuve comme des fantômes silencieux. C'est à cette époque qu'un jeune historien venu de Paris, Paul d'Argennes, décida de passer quelques semaines à Pont-l'Évêque pour inventorier les archives d'anciennes familles nobles. Il préparait une thèse sur la décadence de la noblesse provinciale au XIXe siècle. Un notaire local, maître Durand, lui parla un jour d'un manoir abandonné à une vingtaine de kilomètres, Valbray. « On dit que la dernière comtesse était folle, » confia le notaire, « et qu'elle s'est laissée mourir après des événements que personne n'a jamais compris. La maison appartient maintenant à l'État, mais personne n'y vit. Les gens du pays évitent l'endroit, à cause des histoires qu'on raconte. » Paul, intrigué, demanda la clé et s'y rendit à matin de décembre. Le chemin menant au domaine était à peine praticable. Les roues de sa bicyclette s'enfonçaient dans la boue gelée, et chaque arbre semblait lui tendre des bras nus. Quand il atteignit enfin la grille, la maison apparut dans toute sa mélancolie. Les volets clos, le toit envahi de mousse, les pierres craquelées. Il entra. L'air avait l'odeur du passé, ce mélange de poussière, de cire et d'humidité qui semble retenir les âmes. Les pièces du rez-de-chaussée étaient presque vides, sauf le grand salon, dont la porte scellée avait été forcée par des intrus. Au milieu, un fauteuil renversé, des restes de cendres dans la cheminée, et sur la table, un chandelier couvert de suie. Paul s'installa, prit des notes, puis monta à l'étage. Dans la chambre principale, il découvrit une armoire dissimulée derrière une tenture. En ouvrant le double fond, il trouva une boîte de bois noir, fermée d'un petit verrou rouillé.
Le métal céda facilement. À l'intérieur, des lettres, des dizaines, enveloppées d'un ruban décoloré. Sur chacune, la même écriture féminine, élégante et nerveuse. Éléonore de Valbray. Certaines portaient une date, 1887, 1888. D'autres étaient sans indication. Paul, fébrile, s'assit sur le lit poussiéreux et commença à lire. Dès les premières lignes, il sentit que ce qu'il tenait entre ses mains n'était pas une correspondance ordinaire. C'était le journal d'une conscience en ruine. Les lettres adressées à une sœur défunte, ou peut-être imaginaire, racontaient la lente descente d'une femme dans la folie de la vengeance. Elle y évoquait un jeune homme aux yeux d'azur qui avait brisé l'ordre du monde, et un mari dont la faute ne pouvait être lavée que par la souffrance des deux. Chaque mot vibrait d'une tension à la fois religieuse et sensuelle. L'écriture devenait de plus en plus désordonnée à mesure que les pages avançaient. Les phrases se brisaient, les repentirs se mêlaient à des descriptions précises du manoir, des nuits de tempête, de la peur d'entendre un pas derrière la porte. Paul lut des heures durant, incapable de s'arrêter. Quand il referma la dernière lettre, la lumière du jour avait presque disparu. Il alluma sa lampe et remarqua, glissé entre deux feuillets, un billet plus récent, écrit d'une main masculine. L'encre était pâlie mais lisible. À celle qui voulait corriger le monde, je suis vivant. Ce que tu as détruit en moi n'était pas l'amour, mais la confiance. Je pars vers le sud. Si un jour quelqu'un lit ces lignes, qu'il sache que je ne la hais pas. J'ai compris qu'on ne peut pas pardonner à qui n'a jamais su aimer autrement que par la cruauté. Elle. Paul resta figé. Ce « elle » ce devait être Lucien. Il sentit une étrange émotion, un mélange de compassion et d'effroi. L'histoire prenait soudain chair. Le mythe du manoir hanté devenait le récit d'une passion humaine, terrible et vraie. Les jours suivants, il revint à Valbray pour classer les lettres. Il en copia certaines, rédigea des notes détaillées. Il apprit par le registre paroissial qu'Éléonore était morte sans héritier en octobre 1888, que son corps avait été inhumé dans le caveau familial au cimetière de Saint-Pierre-sur-Seine. Quant à Lucien M., les archives de l'asile de Lisieux mentionnaient son évasion en 1888 et son identité, Lucien Morel, né à Rouen, fils de servante inconnue. Rien de plus. Mais une autre découverte bouleversa encore le chercheur. Dans les papiers du notaire Durand, il trouva un acte de propriété daté de 1895. Le manoir de Valbray avait été racheté pour une somme modeste par un certain Louis Marais, ancien instituteur originaire du Midi, qui y avait vécu seul pendant 3 ans avant de disparaître. En consultant la signature, Paul sentit son cœur s'accélérer. Les lettres M et L étaient tracées de la même main que celles du billet trouvé dans la boîte. Louis Marais, c'était Lucien Morel. Il était revenu, sous un nouveau nom, avait possédé le manoir de celle qu'il avait aimée et haïe. Mais qu'y avait-il fait pendant ces 3 années ? Aucune trace n'en subsiste, sinon une inscription gravée sur la pierre de l'âtre, à demi effacée par le temps. Elle a dormi ici. Paul resta longtemps à contempler ces mots. Cette phrase, simple et mystérieuse, semblait contenir toute l'histoire. La comtesse, la victime, la coupable, le revenant. Il rédigea un rapport complet qu'il remit à la Société d'histoire de Rouen, mais on lui répondit que le sujet était trop scandaleux pour être publié. Déçu mais obstiné, il conserva les copies dans ses dossiers personnels. Au fil des années, il parla souvent de Valbray à ses étudiants, comme d'un exemple de la folie morale du XIXe siècle, mais sans jamais citer les noms. Ce n'est qu'en 1952, à la fin de sa vie, qu'il confia le dossier à une jeune historienne, Jeanne Roussel, en lui disant « Ce n'est pas une histoire de fantôme, mademoiselle, c'est une histoire de pouvoir. Chaque fois qu'un être croit posséder un autre, il engendre sa propre damnation. » Jeanne publia les lettres l'année suivante sous le titre « Les confessions d'Éléonore de Valbray », tirage limité à 100 exemplaires. Le livre fit scandale parmi les cercles littéraires de Rouen. Certains y virent un chef-d'œuvre méconnu de la littérature féminine, d'autres un délire mystique. Les passages où la comtesse décrivait sa joie dans la punition furent cités comme des préfigurations du surréalisme, mais nul ne sut jamais qui était Lucien.
En 1960, un journaliste du Matin de Paris prétendit avoir retrouvé sa trace dans un petit cimetière de Provence, près de Manosque, où une tombe portait cette épitaphe. Lucien M. 1867-1909. Il a aimé et souffert. Rien ne prouve qu'il s'agissait du même homme, mais la légende s'installa. Depuis ce temps, le manoir de Valbray, restauré partiellement, appartient à la commune. Les visiteurs racontent que certaines nuits, lorsque la pluie frappe les vitres, on n'entendait pas dans le salon fermé, et une voix de femme murmurait « Je t'attendais ». Paul d'Argennes n'y croyait jamais tout à fait, mais il confia à Jeanne peu avant de mourir « Les fantômes ne sont pas dans les murs, ils sont dans les lettres ». Et chaque fois que le vent d'hiver souffle sur la vallée, on pourrait presque croire que les pages d'Éléonore se tournent encore toutes seules, répétant inlassablement la prière d'une femme qui, pour avoir voulu punir l'amour, en avait fait une éternité. Partie 6. La voix des murs, approximativement 15 000 caractères. L'automne 2024 s'installait lentement sur la Normandie, et la pluie avait ce son particulier, celui d'un passé qui insiste. J'étais venu à Valbray par hasard, ou du moins c'est ce que j'ai voulu croire au début. Journaliste pour une revue culturelle, je préparais un reportage sur les demeures abandonnées et leurs légendes. Mais dès que j'ai franchi la grille, j'ai senti qu'il ne s'agissait pas d'un simple lieu. Quelque chose respirait encore derrière les pierres. Le gardien municipal, un vieil homme bourru, m'avait tendu la clé sans mot dire. « Faites attention, mademoiselle, le plancher du salon est fragile. » Et, dit-on, les souvenirs aussi. J'avais souri, pensant à une boutade. Pourtant, à peine entré, j'ai compris que l'air ici portait la mémoire des voix. Le manoir, restauré à moitié, exhalait cette odeur de cire et de vieux livres qu'ont les lieux trop longtemps fermés. Les panneaux touristiques racontaient l'histoire d'Éléonore de Valbray, dernière comtesse du domaine, morte tragiquement en 1888, et mentionnaient un mystère jamais élucidé autour d'un jeune domestique disparu. J'avais lu, la veille, les confessions d'Éléonore de Valbray, rééditées récemment dans une collection patrimoniale, mais je savais qu'une part du texte manquait, une série de lettres perdues, censurées à l'époque par l'éditeur. Jeanne Roussel, l'historienne, les mentionnait dans une note marginale. 6 lettres non publiées, retrouvées dans un tiroir d'un bureau en 1953, détruites par crainte de scandale. Personne ne savait ce qu'elles contenaient. J'étais venu pour les retrouver, ou du moins pour sentir si elles avaient réellement existé. Le vent faisait trembler les vitres, et dans le grand salon, les portraits d'Auguste et d'Éléonore semblaient m'observer. Le parquet craquait sous mes pas. En suivant l'intuition plus que la raison, je montai à l'étage, entrai dans l'ancienne chambre de la comtesse. Le papier peint jauni se décollait par endroits. Au fond, derrière une armoire scellée, un pan du mur paraissait légèrement disjoint. Je touchai la pierre, elle céda. Derrière, un espace creux et, à l'intérieur, une boîte en fer noir. Mon cœur battait si fort que j'eus peur de l'entendre résonner. La boîte était humide, mais encore fermée. Je la pris, la posai sur la table, forçai le couvercle. À l'intérieur, enveloppé dans un foulard en dentelle, 6 lettres, l'encre presque effacée. Le papier tremblait sous mes doigts. Les premières phrases étaient illisibles, mais plus bas, des mots prenaient forme. Je ne dors plus. Sa voix me parle quand le vent souffle. Il n'est plus dans la chair, mais dans les murs. Plus loin, j'ai compris que Dieu n'existe pas dans les églises, mais dans la souffrance que l'on partage. Si un jour quelqu'un lit ces mots, qu'il sache que j'ai vu Lucien une dernière fois et qu'il m'a pardonné en silence. Ce pardon m'a tué. Je relus plusieurs fois, tremblante. C'était donc vrai. Il était revenu. Elle l'avait vu, et la nuit où elle était morte n'était pas un suicide ni un accident, mais la fin d'une histoire trop lourde pour 2 âmes. La dernière lettre, datée d'octobre 1888, portait ces lignes étranges. « Il m'a promis de revenir dans 100 ans, lorsque les pierres auront oublié nos pas. Alors, peut-être que nos voix ne se feront plus faire. » Je restai figé, la main sur le papier. 100 ans. Nous étions en 2024.
Je ricanai nerveusement. Pure coïncidence évidemment. Et pourtant, au même instant, un bruit sourd résonna dans le couloir. Un courant d'air fit vaciller la lampe. J'appelais pensant au gardien. Personne. Je descendis prudemment les escaliers. La porte du salon était ouverte alors que je l'avais fermée. Sur la table, un livre que je n'avais pas vu avant, un exemplaire ancien des Confessions, couverture de cuir, annoté à la plume. Sur la première page, une écriture inconnue. Pour celle qui écoutera. Je crus d'abord à une plaisanterie, peut-être un ajout d'un visiteur, mais les notes à l'intérieur semblaient dater du début du XXe siècle. Une phrase surtout me glaça. « Je reviendrai quand la maison respirera encore ». Était-ce Lucien ou Paul d'Argennes, l'historien? Peu importe. L'illusion se mêlait à la réalité. Je sentais presque une présence derrière moi, pas menaçante mais insistante, comme une attente. La pluie redoublait, cognant contre les vitres avec fureur. Je me surpris à murmurer « Éléonore ?» Le silence répondit. Puis un craquement, juste au-dessus de ma tête, comme un pas lent. Mon cœur s'emballa, et pourtant je ne fuis pas. Je pris mon dictaphone, réflexe professionnel, et appuyai sur « Enregistrer ». Ma voix tremblait. Nous sommes au manoir de Valbray, le 14 octobre 2024. Je viens de trouver les 6 lettres manquantes. Elles confirment la présence de Lucien après la mort du comte. Il est revenu, et elle l'a attendu jusqu'à la fin. Un souffle passa, si proche que le micro le capta. Quand j'ai réécouté l'enregistrement plus tard, j'ai entendu, après ma phrase, une voix très basse, presque un murmure. « Je t'attendais ». J'ai cru d'abord à un bruit de vent, mais la voix était claire, féminine, triste. Je me suis figé, incapable de bouger. Puis, tout s'est tu. J'ai quitté la maison au matin sans me retourner. Le gardien m'a demandé si j'avais trouvé ce que je cherchais. J'ai répondu « oui », mais je ne sais pas si je devais. Depuis ce jour, je rêve souvent d'elle. Dans ces rêves, Éléonore marche dans les couloirs, vêtue de noir, et derrière elle, une silhouette d'homme, silencieux. Ils ne se touchent pas, ne parlent pas, mais leurs ombres se confondent. Parfois, j'entends cette phrase toujours la même. Ce n'est pas la vengeance qui nous lie, c'est la mémoire. J'ai publié mon article sous le titre « Les lettres de la pluie », mais j'ai gardé les originaux pour moi. Je les garde dans une boîte de métal, comme elle autrefois, et certains soirs, quand le vent souffle du nord, il me semble entendre le froissement d'une robe dans ma chambre. Peut-être n'y a-t-il pas de fantôme à Valbray, seulement l'écho de 2 êtres qui ont trop aimé. Peut-être qu'à travers moi, ils continuent à se parler. Et quand dans la nuit, le vent murmure contre les vitres, je crois entendre à la fois la voix d'Éléonore et celle de Lucien, unies enfin dans ce souffle éternel. Nous avons attendu 100 ans, maintenant nous dormons.